Au comité de libération et aux espérances de la libération. La libération, donc que l'on évoque cette période, il y a plusieurs images qui viennent. D'abord l'image de l'enthousiasme de la population enfin libérée, une libération attendue. On parle donc de cette joie, de la fin des combats, évidemment. C'est bien que ça a été accompagné de violence aussi, et on en parle aujourd'hui beaucoup, particulièrement. On évoque immédiatement les difficultés de la vie quotidienne, ce qui a été dit ce matin, la terrible période qui allait suivre la traversée de la région par les troupes alliées, qui ont certes apporté un peu de pain blanc, des chewing-gums, des choses comme ça, mais une fois qu'ils sont passés, tout ça a disparu, on est revenu à la situation antérieure et en pire, puisque à l'hiver 44-45, non seulement il est dur comme les autres hivers précédents, très froid, mais en plus on est au bout de 4 ans de pénurie et les difficultés n'ont fait que s'accentuer. Et ne serait-ce que les difficultés de transport, pour un département comme les Alpes-Maritimes en bout de France, qui dépend pour presque tout de ce qui vient de l'extérieur. Le Var, les Alpes-Maritimes, les départements méditerranéens sont les plus mal ravitaillés de France depuis des années, et en particulier les villes. Ils sont déficitaires en presque tout, à part le vin, par les fruits en saison, les légumes en saison, d'accord, et le reste. Et le lait, la farine, et la viande, et les matières grasses. Bon. Donc, la libération, oui, c'est la joie, des éléments de violence, c'est vrai, ces difficultés terribles qui accompagnent la fin de la guerre. Mais une fin de la guerre dont la population ici ne se rend pas bien compte, car il y a cette illusion que puisqu'ici on a été libéré, la paix est revenue, ici. Mais par ailleurs, la guerre continue, elle pèse sur les transports, sur les ressources, etc. Ce qui veut dire que cette libération est une période d'illusion, l'illusion que ça y est, le retour à la normale est possible. Le retour à la normale n'est pas possible. Puisque non seulement il y a la difficulté dont je parlais, mais il y a également les villes démolies, Toulon démolie. Il est impossible, par exemple, que les Toulonnais ou les Seinois qui veulent revenir chez eux reviennent. C'est un des problèmes d'ailleurs de la période. Donc, période de difficulté, ce qui fait que toutes ces images font qu'on oublie parfois, on ne prête pas assez attention à autre chose qui est, en dépit de tout, la formidable espérance, la formidable confiance dans l'avenir qui se dégage de cette période. Et c'est tout à fait surprenant. On est dans la misère la plus noire, dans les difficultés. On a des hommes prisonniers encore en Allemagne qui ne sont pas revenus, les déportés, évidemment. Des hommes qui sont sur le front. Et puis on pense pas seulement aux difficultés du présent, mais aussi à cet avenir. Je ne dis pas que les gens croient que ce sera un avenir radieux, mais en fait, ils espèrent, en tout cas. C'est d'ailleurs une mentalité qui change assez nettement de celle d'aujourd'hui, où depuis longtemps, en dépit des conditions de vie qui sont quand même largement supérieures à celles que les gens de l'époque ont connues, qui sont plutôt dans une espèce de manque de sentiment de progrès, de sentiment d'avenir, mais ça c'est évidemment un autre problème. Par conséquent, la libération, elle s'accompagne de la mise en place de nouveaux pouvoirs. On les a évoqués ce matin. Il a été évoqué ce double pouvoir qui est construit à la libération, qui est en somme représentatif de cette révolution véritable qu'est la libération, puisqu'il y a un changement de régime total, du sommet à la base. Ce sont de nouveaux hommes, je dis hommes parce que dans l'occurrence ce ne sont que des hommes, je suis désolé, mais c'est comme ça, qui sont au pouvoir.
double hiérarchie, en quelque sorte. Première hiérarchie, c'est le gouvernement provisoire de la République française, qui est composé de résistants, bien entendu, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, représenté par les commissaires, ça a été évoqué, régionaux de la République. Ici, dans la région, c'est Raymond Aubrac, résistant incontestable, comme ses collègues, d'autres collègues commissaires régionaux, qui eux-mêmes ont sous leur autorité les préfets, qui sont des préfets issus de la résistance, incontestablement, et dans le Var en particulier, puisque le préfet, c'est Henri Sary, qui était auparavant secrétaire général de la sous-préfecture de Toulon, et qui, dès son arrivée à Toulon en 1941, participe au mouvement qui s'appelle le mouvement Combat, qui est de très loin le mouvement clandestin le plus important dans la résistance locale. Il a pris la succession d'un colonel de réserve juif qui s'appelait Robert Blum, donc résistant absolument incontestable, et sous lui il y a un sous-préfet à Toulon qui s'appelle Marc Reynaud, qui est un résistant important de la région de Saint-Tropez, qui, là aussi ça change de l'image qu'on a du Saint-Tropez d'aujourd'hui, a été un des hauts lieux de la résistance dans la région, et bien au-delà d'ailleurs du département du Var. Ça c'est une première hiérarchie, une nouvelle administration au mains de la résistance qui se met en place, et puis il y a une autre hiérarchie qui elle part en quelque sorte, ça part d'en haut et ça vient aussi d'en bas, c'est le Conseil national de la résistance, et puis, comme on l'a vu, il y a des comités départementaux de la libération qui sont représentatifs ou qui se veulent représentatifs de l'ensemble de la résistance. Évidemment, tous les membres du comité départemental de libération sont des résistants absolument confirmés, et en particulier dans notre département, puisque le comité départemental de la libération, à l'automne 1944, il est composé par des gens qui ont été parmi ceux qui ont créé probablement ce qui est le premier comité départemental, préfiguration d'un comité départemental de France. Puisque c'est au mois d'avril 1943 que la première, fin avril 1943, le 29 probablement, que la première réunion de ce comité a eu lieu à Toulon, dans les quartiers ouest de Toulon, au Clos Lagier, propriété du docteur Lagier, qui était l'un des membres de ce comité créé par Henri Sary, celui qui est préfet à la Libération, présidé par Henri Sary, qui sera remplacé lorsque Sary est nommé préfet dans la clandestinité en octobre 1943. Sary est remplacé par Franck Arnal, le pharmacien Franck Arnal, et aussi qui a été parmi l'un des plus importants résistants de la région toulonnaise. Et on a là, à leur côté, Picoche, qui est de Hyères, qui est le patron des maquis de l'armée secrète du département du Var. On a Henri Michel, le professeur d'histoire du lycée de Toulon, futur grand historien de la Seconde Guerre mondiale, qui représente le Parti socialiste au sein du comité départemental de libération. On a Paul Cousteau, qui est un assureur de Toulon, qui, lui, et c'est une originalité de ce comité de résistance, représente la franc-maçonnerie. C'est très rare, c'est le seul exemple en France que je connais sur la franc-maçonnerie, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas, qui soit représenté en tant que tel à ce niveau-là, ce qui dit d'ailleurs son importance, mais on se dit cette importance, elle se confirme ailleurs dans le reste de la France. Et on manque d'études sérieuses d'ailleurs sur la question. Donc ce noyau de résistants qui ont été parmi les premiers à constituer ce comité sont toujours là à la Libération, et ils sont accompagnés par un représentant du Parti communiste, là qui a changé. À ce moment-là, c'est Luciano qui vient de Draguignan, un représentant du Front National, c'est Paul Rigaud, qui lui aussi n'a pas été là dès le début, mais qui est arrivé très, très vite au comité départemental de libération. Et puis un représentant de la CGT, représentant d'ailleurs qui est issu du syndicalisme unitaire, c'est-à-dire communiste, c'est Paul Vidal, on a cité son nom ce matin, qui a remplacé un socialiste représentant de la CGT, mais à la Libération, Paul Vidal étant parti
ce qu'il n'aurait pas dû faire d'ailleurs avant la Libération, a été remplacé par quelqu'un, certains, enfin, que nombreux ici ont connu, Joseph Bessone, le jeune Joseph Bessone, qui représente la CGT à la Libération. Donc voilà le noyau dur en quelque sorte de ce comité départemental qui représente la résistance et qui entretient, et l'histoire du comité le fait comprendre, de bonnes relations avec le préfet, avec l'autre, en quelque sorte, hiérarchie administrative, ce qui n'est pas le cas dans tous les départements. Et sous ce comité départemental de libération, il y a les fameux comités locaux de la libération, dont la plupart, nous soit dit, n'ont pas été créés dans la clandestinité, mais ont été créés au moment de la libération, en particulier dans les petites communes. Et donc, ces comités, en quelque sorte, constituent notre ossature de ce nouveau pouvoir. Alors, de quoi s'occupe principalement le comité départemental de la libération? Comment le partage se fait avec l'administration, la nouvelle administration préfectorale? Eh bien, le comité départemental de la libération, lui, a prioritairement, il y en a d'autres, bien sûr, mais prioritairement deux problèmes qui lui ont été confiés. Le premier, c'est l'épuration, la gestion de l'épuration, qui est renvoyée à la base au comité d'épuration locaux. Et le deuxième sujet prioritaire qu'on a confié au comité départemental de la libération, c'est la validation des délégations municipales dont Daniel vous a parlé ce matin, c'est-à-dire des nouvelles municipalités qui, selon la loi, enfin l'ordonnance plus exactement, prise à Alger par l'Assemblée consultative, ces nouvelles municipalités devaient être composées des anciennes municipalités élues en 1935 si elles n'avaient pas démérité, complétées par des représentants de la résistance. Et ce que devait faire le comité départemental de la libération, c'est précisément que ces délégations municipales soient bien représentatives de la résistance. Et les deux membres du comité qui en étaient chargés de cette vérification, c'était Paul Cousteau, dont j'ai parlé, et Joseph Bessone, précisément, qui dans son témoignage, avait évoqué le travail qu'ils avaient fait en parfaite concordance, d'ailleurs. Le socialiste Cousteau, le communiste Joseph Bessone, en parfaite concordance à cette époque-là. À partir du moment où les délégations municipales sont en place, donc très rapidement, dans le Var, ça s'est fait très vite, car les résistants pensaient que le régime de Vichy, les gens de Vichy, dont ils exagéraient, on comprend pourquoi, l'importance allait résister, qu'il y allait avoir des problèmes. Or, Vichy était une coquille vide. Vichy s'est effondré. Nulle part il y a de la résistance de la part de Vichy. Les plus collaborationnistes ont fichu le camp en Allemagne. Bon, les autres... Donc, le remplacement du pouvoir, du nouveau pouvoir, les délégations municipales sont mises en place tout à fait aisément dans l'ensemble. Le cas de la Seine, je crois, du Var étant un petit peu particulier, pour les raisons qu'on a. Bon, c'est à partir du moment où il y a les nouvelles municipalités, les délégations municipales, à quoi sert le comité local de libération? Ça ne sert plus à grand-chose. L'épuration, ouais, d'accord, l'épuration, ça va un peu continuer, mais après le reste. Sauf que, finalement, leur principale œuvre, ça va être la rédaction de cahiers de doléances. Alors, ces cahiers de doléances, malheureusement, il y en a partout en France, mais malheureusement, dans très peu d'endroits, il y a eu des études sur ces cahiers de doléances. Je ne jette pas la pierre à mes collègues, l'historien travaille s'il a des sources. Et certainement, dans beaucoup de départements, ces cahiers n'ont pas été conservés. Il se trouve que dans le Var, par chance, ce qui reste des archives du comité départemental de libération, qui avait été conservé dans des mains privées, qui ont été ensuite heureusement déposées
aux archives départementales du Var. Il se trouve que c'est le fonds du comité départemental des libérations a conservé à peu près une centaine de cahiers de doléances. C'est-à-dire un corpus, c'est absolument extraordinaire. Je ne sais pas s'ils y sont tous, mais en tout cas, probablement la plupart y sont. Donc c'est ce qui m'a permis d'abord de découvrir l'existence de ces cahiers de doléances dont on ne trouve guère trace dans l'historiographie générale de la Libération. Et ensuite d'essayer d'en proposer une petite étude. Alors, l'idée des cahiers de doléances, d'où viennent-elles? Bien sûr, ça renvoie à l'imaginaire de la Révolution française, ça ne surprendra personne. La résistance républicaine est imbibée, inspirée dans toutes ses composantes par l'imaginaire de la Révolution française. C'est une évidence, donc assez naturellement que, allez, cahier, bien sûr, cahier de doléances, les états généraux de 89, ça va de soi. L'initiative de cette rédaction a été lancée à Avignon, sur le plan national. À Avignon, au mois d'octobre 1944, ont été réunis les comités départementaux de libération du Sud-Est. Ces comités départementaux de libération du Sud-Est, le Sud-Est c'est de Lyon à notre région, étaient des comités de libération particulièrement actifs, très divers dans leurs composantes politiques, idéologiques, mais très actifs, pleins d'initiatives et ne voulant pas se laisser manger complètement par la nouvelle administration, bien que résistante, qui se mettait en place. Ils voulaient montrer qu'ils existaient. À Avignon, les chefs nationaux de la résistance, notamment Emmanuel Dacier de la Vigerie, les ont un peu embobinés, pour parler trivialement. Mais on leur a dit, mais attention, on va vous réunir à la fin de l'année à Paris pour recueillir vos doléances. Voilà. Donc, l'idée part d'Avignon. Voilà. Et ça va donner quelque chose à faire aux comités locaux de libération qui, dans la perspective de l'Assemblée générale des comités de libération qui doit avoir lieu, qui aura lieu à Paris au mois de décembre 1944, eh bien, prépare ces cahiers. Ces cahiers, en réalité, ce ne sont pas tout à fait des cahiers de doléances. Ce sont des cahiers d'espérance. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que des plaintes, il y en a. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est ce que l'on rêve de faire, ce que l'on rêve de voir mettre en place. C'est de l'avenir dont il parle. Et c'est ça qui est évidemment le plus important. Alors, la base des cahiers, c'est le programme du Conseil national de la résistance, adopté, vous le savez, au mois de mars 1944. Sauf que lorsque le programme national de la résistance est adopté, personne ne le connaît. Il ne sera connu, le programme, qu'après la libération. Alors, je sais bien que il a été édité à Toulon, chez Lyon et Azaron, au mois de mai 1944, que Toulon a été un des lieux principaux de l'édition des Jours heureux, mais il n'empêche que, vu les événements qui sont survenus tout de suite après, vous imaginez bien qu'on avait d'autres choses à penser qu'à lire en détail le programme. Surtout que ce programme de la résistance, il est composé de deux parties. Une première partie, c'est que doit-on faire au moment de la libération, comment mobiliser la résistance dans les combats de la libération, et si on a regardé quelque chose, c'est ça. Et puis il y a une deuxième partie, c'est les mesures à prendre après la libération. Donc ces mesures à prendre après la libération, c'est surtout après la libération, effectivement, que l'on en tient... Voilà, on va pouvoir manœuvrer par là, pardon, que l'on en tient compte. Alors excusez-moi, la qualité n'est pas bonne, mais donc cette deuxième partie du programme du Conseil national de la résistance, elle va être
popularisé, vulgarisé par le comité départemental de libération du Var, comme les autres CDN, sous forme de ce petit tract qui est diffusé auprès des comités locaux de libération, et on rappelle les divers points, mission morale, mission civile, mission économique, mission sociale, mission nationale. Ce sont les points que l'on connaît lorsqu'on lit le programme de la nationale. La plupart des cahiers de doléances qui vont être rédigés vont prendre en compte ces quelques points, probablement on fait du copier-coller, enfin pas à l'époque, mais c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui. On les met soit au début, soit à la fin, soit au milieu, mais en fait, on en tient compte, mais ça, c'est pas le plus intéressant, parce que ça se retrouve partout. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce que chaque comité a ajouté de lui-même. En quelque sorte, la créativité, les initiatives locales que les comités prennent. Par ailleurs, il existe sans doute des plans. Alors, je n'en ai pas trouvé dans le bas. Ce plan, il vient du Vaucluse. Il existe donc un plan pour rédiger les cahiers de doléances. Et vous voyez que c'est enfin, dans le Vaucluse, en tout cas, c'est extrêmement complet. L'effort de guerre, l'économie, le social, enfin, ça reprend les points aussi du programme national, mais il y a beaucoup de choses à faire. Alors, bon. Donc, une base de discussion. Mais comment ça se passe? Alors, ces cahiers, il faut savoir qu'ils ont été rédigés en deux périodes en réalité. J'ai évoqué la première période issue d'Avignon et qui doit aboutir à Paris, fin 1944. Ça, c'est la première vague de cahiers. Il y en a dans le Var à peu près 70 qui ont été conservés de cette période-là. C'est considérable. 151 communes, 70 cahiers. Si vous éliminez Ribou et compagnie, évidemment, il n'y a pas de cahiers. C'est-à-dire les toutes petites communes très isolées, vous voyez que c'est pas mal. Remarquez, il n'y a pas le cahier de Toulon. Sur Toulon, il n'y a rien. Mais, et puis, comme la première Assemblée Générale de décembre 1944 n'a pas été tout à fait satisfaisante, on a décidé de reprendre les choses, et puis il faut quand même donner, comment dire, des objectifs à ces comités locaux de libération qui, au fil des mois, ne servent plus à grand-chose. On lance une autre initiative, une nouvelle initiative de rédaction des cahiers pour juillet 1945. Mi-juillet, autour du 14 juillet, 13 et, autour du 12 et 13 juillet 1945, pour des états généraux de la résistance. Et là, on a une deuxième vague de cahiers, un peu moins nombreux, ces cahiers. On sent que l'enthousiasme s'est un peu étiolé. Mais bon, donc deux vagues de cahiers, plus d'une centaine de cahiers. Comment fait-on, et en particulier ce qui est intéressant, c'est cette première vague, celle de l'automne 44, dans toutes les difficultés dont on a parlé. Eh bien, on réunit bien souvent la population des localités, notamment dans les villages. Alors, on n'a pas énormément de témoignages, mais on en a quand même quelques-uns. On a La Mole, petit village de La Mole, près de Cogolin, par loin de Saint-Tropez, qui dit « mais la majorité de la population était là ». Le plus extraordinaire, c'est Colobrières. Colobrières, là, on a le chiffre. On nous dit 500 personnes. 500 personnes à Colobrières. Absolument, alors, ils ne sont peut-être pas 500, mettons qu'il y a une exagération. Enfin, ils sauraient être que 250 pour un village qui a 1 million ou 1200 habitants, c'est quand même pas mal. Donc, tout indique en tout cas qu'il y a eu une mobilisation. Et elle ne me surprend pas, si vous voulez, parce que, en dépit de tout ce que j'ai dit, il y a une mobilisation citoyenne dans ces quelques mois qui suivent la libération qui est tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable. Et on en a de multiples preuves. Donc ce n'est pas surprenant du tout. Par conséquent, ces comités locaux de libération réunissent la population, recueillent par conséquent les aspirations des gens, et tout ça va être synthétisé théoriquement à Draguignan par une assemblée générale préparatoire 15 jours auparavant la réunion de Paris, afin que 3 délégués du Var portent à Paris la synthèse des doléances. Et le même processus va se répéter au mois
au mois de juin. Alors, à quoi ressemblent ces cahiers? Oui, ça c'est l'initiative, c'est pour lancer l'initiative du mois de juin. Hein. À peu près la même chose, avec des questions posées, vous voyez, comment mettre fin au règne des trusts, comment donner à la France des cadres de modèles, comment assurer au monde du travail une situation matérielle meilleure, comment assurer à la France une véritable démocratie, et comment assurer la sauvegarde de la démocratie et de la République. Vous voyez, on n'est pas dans la doléance, on est vraiment dans les aspirations et dans l'avenir. Alors, comment ça se présente? Voilà plusieurs exemplaires. Dans le bas, les exemplaires que nous avons sont tous dactylographiés. À droite, c'est le Quers, hein, le président du comité local de libération de Quers, qui écrit à Monsieur le président du comité départemental de libération du Var. Mais dans d'autres départements, comme je suis un peu intéressé à ceux du Vaucluse, vous en avez là 2 exemplaires, vous voyez, ça a d'autres formes. À Valréas, c'est le canton de Valréas, et puis à Montmoron, c'est un cahier, c'est un véritable cahier d'écolier. Hein, c'est manuscrit, puis bien écrit. Hein, et alors voilà donc ce qui arrive, ce qui sort de ces comités locaux de libération et qui arrive au niveau du département et qui doit être synthétisé. Alors, de quoi parlent ces cahiers? C'est le plus intéressant. De quoi parlent ces cahiers? En plus, évidemment, du programme du CNR, ça c'est différent. Là, j'ai retranscrit le cahier du Luc de décembre 1944. Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est les initiatives qui sont prises sur le plan local. Alors, sur le plan local, évidemment, on est au Luc. Alors, par contre, on va commencer par les mines de bauxite. Qu'est-ce qu'il faut faire des mines de bauxite? Il faut les nationaliser. L'idée de nationaliser les grandes entreprises, ça se retrouve à peu près pareil. Là, c'est pas surprenant. Mais vous voyez que le deuxième point, c'est l'équipement sanitaire du pays. Et alors là, c'est partout. Tous les cahiers, je vous en montrerai d'autres, tous les cahiers de doléances mettent des lignes et des lignes sur la situation de la santé et de l'hygiène. C'est l'aspiration à la propreté réelle. Il y a la propreté morale, on le verra, mais il y a la propreté réelle, l'hygiène, le confort, le bien-être. À une époque où non seulement il y a les problèmes de l'époque, dus aux pénuries, toutes les démolitions possibles, mais en même temps, rappelons-nous, nous sommes quelques-uns à avoir un certain âge, certainement comme moi, vous avez connu des communes où le tout à l'égout n'existait pas, où la plupart des villages n'avaient pas de toilettes, où l'adduction d'eau n'était pas assurée partout, où toutes les campagnes n'étaient pas électrifiées, où les routes et les rues n'étaient pas goudronnées. À quoi aspirent les gens? Mais c'est à ce confort élémentaire. Et donc vous avez équipement sanitaire du pays, la distribution de l'eau. Alors ça va très loin. À Éguines, petit village du Verdon, on dit « Mais il faut qu'on remette notre fontaine publique en marche !» Parce que probablement une partie des maisons n'avaient pas l'eau à la pile, comme on disait chez nous. L'installation du tout à l'égout, la réfection des caniveaux. Alors, les écoles, le matériel sanitaire des écoles. Arrêtons, démolissons les écoles taudies. Et installons des WC dans les écoles, bien entendu. La lutte contre le taudis, c'est partout. Démolissons les vieux quartiers du Muy. Au Muy, démolissons les vieux quartiers. Mettons des immeubles. Ces immeubles tant décriés aujourd'hui. Mais ces immeubles tant décriés aujourd'hui, ils apportaient l'air, la lumière, le soleil. On en rêvait à l'époque. L'électrification des campagnes, j'en ai parlé. Cimentage des canaux d'arrosage, parce que chacun a un jardin. Vous comprenez que dans une période de pénurie, c'est important. On n'exige pas les canaux d'arrosage. Ça a bien changé, ça aussi. Alors, l'abolition des chartes féodales en matière d'arrosage, ça, c'est probablement un truc lucquois, spécifique, je ne sais pas quoi.
La construction d'un groupe scolaire, évidemment. Rénover les vieilles écoles, hein, c'est évident. La culture, le cours de musique et de chant, bien sûr, à peu près partout. Non seulement du sport, on le verra, mais la musique et le chant, la quantité, bien sûr. L'amélioration générale du sort des travailleurs, en particulier des ouvriers agricoles, et ça c'est très surprenant. Enfin, très surprenant, non. Il faut dire que la France est largement rurale, nos départements sont largement ruraux. Et il y a, du côté des ruraux, un énorme sentiment d'injustice par rapport aux urbains. Dans plusieurs villages, on dit, mais que nos salaires ruraux soient équivalents aux salaires urbains. Que nos avantages, que nous ayons les mêmes avantages. Alors, les mêmes avantages, on renvoie à quoi? C'est que vous savez probablement que, comme on était dans une période de rationnement, les communes étaient classées par catégorie. Et les villes avaient des rations supérieures à celles des campagnes. Mais dans les campagnes, c'était pas terrible pour leur ravitaillement non plus. Même si ça n'avait pas de comparaison avec Toulon, ou avec Marseille, ou avec Nice. Donc, à Château-Double, vous voyez où c'est près de Draguignan, un petit patelin tout à fait perdu sur les hauteurs de Draguignan. Et là, que l'on mette à la disposition des travailleurs des vêtements et des chaussures à bon marché, parce que nous usons davantage ces choses-là que les urbains. Donc, beaucoup de revendications du monde rural. Alors, ça renvoie aussi à autre chose. Hein. C'est que les relations entre urbains et ruraux ne sont pas bonnes à ce moment-là. Pas bonnes du tout. Et ça va d'ailleurs se traduire dans les assemblées générales, aussi bien en décembre 1944 qu'en juin 1945. Pourquoi elles ne sont pas bonnes? Parce que les urbains, les gens de la ville, qui souffrent terriblement, accusent les ruraux d'accaparer les vivres. Et les ruraux s'en défendent, bien évidemment. Donc c'est tout à fait intéressant de voir ça. Bon, les derniers points, vous voyez, revalorisation des produits de la terre sans augmentation de prix pour le consommateur. Ça, c'est la quadrature du cercle que l'on va retrouver partout. Personne n'a trouvé, évidemment, la solution. Remise des transports à la CGT, ça c'était une revendication nationale de la CGT, ça se retrouve partout. L'exploitation des eaux thermales, là c'est là qu'on voit le local, hein, c'est la source de Pioule au Luc. Hein, on espère évidemment en tirer quelques profits. Le classement de la commune du Luc en commune urbaine, je l'ai évoqué. Alors là c'est le canton de Fayence, et là on retrouve partout l'électrification des campagnes. Le problème des transports, extraordinairement important, ça se retrouve partout. Comment rétablir des communications rapides? Alors on demande des services de carte. On sort des gazogènes. Hein. On est toujours dans les gazogènes d'ailleurs, à ce moment-là. Les routes ont été très abîmées par les opérations de la Libération. Les chemins de fer. Alors les chemins de fer, on veut remettre en place les petites voies de chemin de fer du centre-Var. Carnoul-Gardanne, le train d'Épingle, hein, vous savez, qui passe par Draguignan et qui aboutit à Mérargues et qui vient de Nice. Le gros problème, c'est que une partie des ponts et des viaducs ont été démolis par les opérations de la Libération et par conséquent, ces voies sont condamnées. Et puis vous retrouvez toujours l'urbanisme, les bains-douches municipaux. Et puis alors, c'est intéressant ça, développer le tourisme. Développer le tourisme, vous voyez, on est en pleine misère, mais on se dit, il faut quand même penser à l'avenir. Et si on prend le cahier de Trans en Provence, près de Draguignan, cahier de la section communiste de Trans, c'est il faut aménager les berges de la Nartubie pour le tourisme et aménager la cascade de Trans. Tout à fait extraordinaire, on ne s'attend pas forcément à avoir ce genre de choses. Et vous voyez que cette préoccupation touristique, elle existe également dans le canton de Fayence. Puis bien d'autres choses. Et on revient à des problèmes de santé, d'hygiène, la création d'un centre chirurgical d'urgence
Problèmes médicaux, ils sont présents. Hier, on dit même qu'il faut, en quelque sorte, nationaliser les professions de médecins et de pharmaciens. Ça va loin, hein? Ça va loin. Ah, la Seine. Alors, la Seine, il y en a 13 pages. Moi, je suis persuadé que c'est Pierre Freyss. Tout y passe. Les questions locales, les questions nationales, des questions de philosophie générale. Tout y passe. Première page, Ville de la Seine, cahier des États généraux, là nous sommes adopté dans la grande salle de la Bourse du Travail le 12 juin 1945. Alors, la Seine, comme évidemment pratiquement tous les cahiers de l'an de la Libération, réfléchissent à quelle est la République idéale, quelle est la démocratie idéale. Et là, pour un historien, c'est tout à fait intéressant, on le sait, parce que en les lisant, on se croit en 1848, ou lorsque l'avenir de la démocratie est ouvert, ou bien aux républicains de 1851 qui rêvent de la bonne, la belle, la bonne république, la belle république, la république idéale. Alors, bon, d'accord, la constitution de la Troisième République, on n'en veut plus. Bon, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Parfois, on veut élire le président de la République au suffrage universel. Ça, c'est pas tout à fait dans la tradition républicaine locale, mais ça arrive. C'est pas majoritaire du tout. On est plutôt partisan d'un régime parlementaire, avec une seule assemblée. En tout cas, une seule assemblée, peut-être pas, mais en tout cas, on ne veut plus du Sénat. Le Sénat, abolition du Sénat, plus question du Sénat. Donc, c'est déjà quelque chose de réglé. Les régions, alors certains départements, certains comités sont partisans pour maintenir les régions, d'autres sont tout à fait hostiles parce que c'est lié à Vichy. Le département est conservé. Les arrondissements sont en général supprimés. On supprime le conseil d'arrondissement. Donc tout le monde a oublié l'existence d'un qui existait jusqu'à ce moment-là. Et en général, on veut les libertés locales. Assez d'une administration centrale qui impose tout. On veut les libertés communales, on veut les libertés locales. Ça, c'est quelque chose qui est unanimement revendiqué. Alors, autre élément qui se retrouve à la Seine, mais ailleurs, c'est un très grand souci de moralité. Alors, moralité sur plusieurs plans. Et en particulier, moralité de la part de ceux qui représentent le bien commun et le service public. De très grandes exigences vis-à-vis des élus pour qui bien souvent on estime qu'ils doivent, à partir du moment où ils sont élus, abandonner toutes leurs fonctions. S'ils sont membres d'un conseil d'administration, évidemment l'abandonner, mais même s'ils ont un emploi, l'abandonner, à condition qu'ils puissent retrouver leur emploi une fois leur mandat fini. Dans certains cahiers de doléances, on dit qu'un élu ne doit pas avoir de retraite, parce qu'être élu, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Donc, pas de retraite. Bien entendu, ils doivent rendre des comptes à leurs électeurs. Bien entendu, ceux qui sont corrompus doivent être sévèrement punis. Mais la même chose est demandée des fonctionnaires, pour lesquels les cahiers de doléances sont extrêmement durs. Moralité, responsabilité, éviction des paresseux et des incapables. Bon. No comment. À côté de cette volonté de reconstruire, bien sûr, la démocratie, très souvent, il y a la volonté de reconstruire le monde, l'aspiration à la paix et au désarmement, les États-Unis d'Europe, avec l'URSS. Et puis, une nouvelle société des nations, bien sûr, une nouvelle société des nations. De ce point de vue-là, la Seine n'est pas un cas unique, mais il est évident qu'on sent là la patte de quelqu'un qui a
réfléchi, longuement à... Alors, bon, la liberté de penser et d'écrire, le travail glorifié, d'accord, parfait. Ah, les étrangers. Ah, les étrangers, gros problème. Gros problème. Alors, ce gros problème, il renvoie à l'épuration. Tous les cahiers demandent une épuration radicale, sévère, juste et rapide. Si vous connaissez comment faire une justice juste et rapide, personne n'a trouvé la solution, mais à cette époque-là, on le demande. C'est assez compréhensible. On est particulièrement dur vis-à-vis des étrangers. Alors les étrangers, c'est pas compliqué. Ici, chez nous, c'est les Italiens. Parfois, souvent on est marqué italien, mais enfin, parfois on dit étranger. Mais étranger, c'est italien. Là, alors, les mesures vont très loin. Expulsion, confiscation des biens, partage des biens sinistrés, ça c'est Sanary. Déchéance de la nationalité pour les naturalisés qui sont mal conduits, etc., etc. Je pourrais ça s'appelle l'épuration. Absolument partout. Absolument partout. Et même ceux qui se sont pas forcément mal conduits, mais qui se sont tenus quoi pendant les événements, on ne leur veut pas forcément du bien. Et ça, c'est assez... Je veux dire, c'est évident qu'il était parfois un peu difficile de voir des commerçants, des artisans travailler, parce qu'ils étaient étrangers, alors que les hommes et les Français étaient mobilisés, ou prisonniers. Donc, énormément, une xénophobie anti-italienne, très virulente, ce qui n'est pas surprenant, que l'on va retrouver dans tout le sud-est, cahiers des Alpes-Maritimes qui ont été étudiés par Panicacci, évidemment, rendre compte de la même xénophobie. Alors le cas de la Seine est intéressant, et Daniel le sait bien, parce que je crois que ça l'embarrassait un petit peu, cette affaire-là. Or, il est évident que Piero Franz est totalement anti-italien. Il a été arrêté par les Italiens, quand même, sur dénonciation possible d'éléments italiens de la Seine. Et puis même. Mais, ce qui est très intéressant, parce que c'est le seul cahier qui le précise de cette façon, cette xénophobie réelle, répandue, elle est ambiguë. Alors là, moi je parle, excusez-moi, je parle d'expérience. Je suis né dans un village du Var. Pour une partie de la population, il y avait encore des gosses, hein, les Italiens et les autres. Mais les Italiens, c'était ceux que l'on considérait comme Italiens. Et les autres, c'était des Français d'origine, si vous voulez. Et puis, c'était aussi des Italiens, mais que l'on ne considérait pas comme Italiens. Et qui étaient aussi sévères par rapport à leurs compatriotes que les Français s'ils estimaient que les autres s'étaient mal conduits. Et cette même dualité, si vous voulez, on la retrouve là, dans la rédaction de la Seine, mais ce qui est original, c'est la référence au droit d'asile. Le droit d'asile étant le comme vous le comprenez, si on peut se passionner sur ces cahiers, c'est parce qu'ils peuvent renvoyer à certaines actualités d'aujourd'hui. Le droit d'asile étant le complément logique et indispensable de la liberté de penser, une démocratie doit en faire un principe sacré à respecter. En retour, pas de droit sans devoir. Alors ça, c'est systématique dans les cahiers des doléances. Pas de droit sans devoir. En retour, ce droit imposé aux réfugiés politiques, impose aux réfugiés politiques une compréhension probablement et un respect de leurs devoirs à l'égard de la nation qui leur donne l'hospitalité. Le droit d'asile étant établi, une rigueur implacable doit sanctionner tous les actes anti-français dont sont rendus coupables. L'expulsion avec confiscation des biens, etc. La déchéance. Les naturalisations ne doivent être accordées qu'après une enquête avec preuve d'attachement à la nation adoptive.
voilà. Mais je crois que cette rédaction-là rend bien compte finalement du sentiment de l'époque. Les sentiments, mais cette question de l'étranger est évidemment tout à fait cruciale. Alors, ça, je me suis amusé à ajouter un extrait du cahier quand je lis sur les jeunes. Les jeunes Seinois s'alarment de l'augmentation croissante du nombre d'ouvertures de débit de boissons. Ils sont formidables, les jeunes de la Seine, à cette époque-là. Ils sont absolument extraordinaires. Bon, je ne sais pas si c'est eux qui se sont alarmés de l'ouverture des débits de boissons, je pense. Mais, en revanche, ce qui se retrouve, ça c'est unique à la Seine, hein. Je veux dire, à dire les jeunes ne veulent pas autant de bistrots, ça, on retrouve nulle part ailleurs. Mais ce que l'on trouve partout, c'est la lutte contre l'alcoolisme. Hein, toujours propreté, hygiène, rigueur, moralité. Il faut absolument lutter contre l'alcoolisme. Il faut limiter, alors ça c'est fréquent, le nombre de bistrots dans les communes. Ça c'est important. Partout pareil. Puis vous voyez bien sûr la construction d'un stade municipal, ça c'est logique, mais là on est dans la tradition du Front populaire de Vichy. Vichy qui a donné des subventions pour la création de terrains de sport, et la Libération évidemment se situe dans les mêmes perspectives. Autre élément qui tient beaucoup de place dans les cahiers de doléances, ce sont les écoles, c'est l'enfance. Hein, je l'ai un petit peu évoqué. C'est l'attention portée à l'enseignement, bien sûr la gratuité, bien sûr la possibilité pour tous d'avoir une instruction, bien sûr la possibilité d'avoir des locaux qui soient des locaux modernes, éclairés, propres, avec parfois des revendications un peu plus précises. Les jeunes filles patriotes de Sainte-Maxime réclament des cours d'enseignement ménager et de couture. Mais oui, c'est normal à l'époque, c'est tout à fait compréhensible. Bon, on pourrait évidemment donner d'autres exemples. Alors, je vais m'amuser à vous donner quelques petites choses un peu discordantes. Là, je vais dans le Vaucluse, parce que dans le Var, évidemment, on est mieux que ça. Mais à Bédouin, à Bédouin, on a mis les revendications, les doléances, les aspirations plutôt du comité local de l'intervention. Mais Madame Gabrielle Avon, ménagère, a voulu faire rajouter sur le vote des femmes que le vote et l'éligibilité des femmes soient retardés s'il n'y ait une éducation préalable étant nécessaire. Alors je vous rassure, oui parce que c'est unique ça. En général, c'est l'inverse que l'on trouve, c'est bien sûr l'inverse. Même si je suis persuadé que beaucoup d'hommes pensent qu'on leur donne un peu trop tout, le droit de vote, et qu'une éducation, et surtout un éloignement de l'Église serait bien nécessaire. Mais bon, ça c'est quand même le côté amusant. Je ne l'ai pas photographié, côté amusant, c'est Pugéville, la carte coopérative de Pugéville demande que la ration de vin des soldats soit augmentée. Et qu'il y ait distribution de vin dans les écoles à partir de 5 ans. Ce sont les seuls. Donc, parfois, vous voyez, quelques curiosités. Alors là, c'est le cahier doléances d'Orange. Vous voyez, je m'éloigne un petit peu du Var, mais ça, c'est ce que je vous disais à propos des parlementaires, qu'on retrouve également dans le Var. Hein. Tous les parlementaires sont convaincus de s'être laissés soudoyer par qui que ce fût, etc. Vous devinez la suite. Il ne pourra être plus toléré d'exercer plus de 2 législatures consécutives, pas de retraite. Et puis, alors ça se retrouve partout, les parlementaires ils doivent aller à l'Assemblée. Il ne faut pas s'absenter comme ça. Leur travail, c'est d'être, évidemment, à l'Assemblée. Mais, en même temps, et ça c'est pour ça que j'ai photographié ce passage, ce parlementaire à qui on interdit de travailler en même temps, il faut que l'homme politique doit être bien payé. Son indemnité sera supérieure de... alors je crois que c'est un 15e.
au plus haut traitement de fonctionnaires. Il y a des cahiers parfois par corporation, l'Arsenal de Toulon, ça c'était en juin 1945, avec des revendications qui ne sont pas du tout celles qu'on pouvait supposer. Organisation du travail par des méthodes rationnelles, vous voyez, simplification de l'organisation administrative, rééducation professionnelle du personnel, abolir l'anomalie scandaleuse qui fait que l'Arsenal attend le travail et passe celui-ci à l'industrie dès qu'il se présente. Et puis, Querce, là on s'intéresse beaucoup au vin, évidemment, comme toute l'agriculture. Bon, le problème de l'achat, mais je l'ai photographié surtout par ce qui revient partout, évidemment, union de tous les Français, confiance en notre grand chef, le général de Gaulle, travaillons coude à coude pour obtenir l'aboutissement de nos justes et vraies revendications. Elles sont nécessaires pour que vive la France, et ça donne bien cette fin une idée de l'ambiance patriotique, bien sûr, de l'union patriotique, que les comités de libération essayent en tout cas de traduire dans ces cahiers. Je pourrais multiplier les exemples, on pourra y revenir si vous voulez, parce que je vois la bandole supprimer le camp d'internement. Le camp d'internement, c'est le camp où ont été rassemblés plusieurs centaines d'internés administratifs en attente de triage ou de passage devant la justice. C'est à Barjol, comme dans les communes du Haut-Var, liberté des chasseurs comme avant, supprimer les gardes-chasse. Pas de commentaires, bien entendu. Bon, ça c'est l'épuration, c'est pareil, j'ai à peu près fait le tour, mais il y aurait, en fait ça serait exploité de façon beaucoup plus systématique que je ne l'ai fait. Carnoul, fief communiste, sanction aux parents en cas de non-envoi des enfants à l'école. On rigole pas, hein, à l'époque. Non, mais il y a partout ce besoin de... Je fais parfois bondir en disant que les résistants sont des hommes d'ordre. Les révolutionnaires sont des hommes d'ordre. Parfois c'est excessif, dans l'histoire on l'a montré. Mais oui, ce n'est pas le désordre qui est évidemment suggéré. Écoutez, je suis prêt à répondre à toutes vos interrogations, vos questions. En tout cas, je vous remercie de votre attention et j'espère en tout cas vous avoir montré que la libération c'est une formidable espérance sur l'avenir et que les récents cahiers de doléances d'une médiocrité insigne par rapport à cela auraient bien fait de s'en inspirer. Oui. Vous avez juste abordé la dernière phrase là. Est-ce que vous avez fait des comparaisons, oui, semble-t-il, avec les cahiers qui ont été faits il y a 5-6 ans? Est-ce qu'il y a les mêmes demandes ou pas? Enfin, évidemment, c'est très compliqué. Il faut faire le tour de France et le mouvement des Gilets jaunes était très divers d'une région à l'autre. En tout cas, ceux que j'ai vus dans la région étaient, à mon avis, d'une grande... D'abord, il y en avait très peu, et d'une grande médiocrité, puisque ça tournait à des problèmes largement de personnes tout à fait personnelles. Il n'y avait aucune visée. Enfin, je veux dire que on passe d'une société de citoyens, c'est exagéré, mais enfin, en tout cas, une partie de la population a un fort sentiment de citoyenneté au très fort individualisme consumériste d'aujourd'hui. C'est mon opinion. Une autre question avant oui. C'est quoi votre doléance préférée? Vous en avez eu beaucoup. La question c'est quoi votre doléance préférée?
puisque vous en avez lu beaucoup. Ça c'est vraiment la question piège. Alors je vais répondre par une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est l'esquive. Une autre question? Oui, les questions sont toujours d'actualité. Bien sûr, je ne peux pas dire. Après, est-ce qu'il y a une comparaison par rapport au bricolage généraux de 1789? Si on revenait aux états généraux de 1789, quelle est la comparaison? Qu'est-ce qu'on retrouverait? Pas grand-chose, pas grand-chose, parce que les sociétés sont tellement différentes, le contexte est tellement différent que vous ne retrouveriez pas grand-chose. Les cahiers généraux de 89, ils portent surtout sur l'abolition des privilèges, de ce qu'on appelle les privilèges. Là, évidemment, il y a une aspiration à la justice sociale qui est évidente, mais alors on pourrait dire, oui, il y a une aspiration démocratique dès 1789, encore que la République attendra, hein. Elle n'est pas établie en 89. Là, il y a une aspiration à une démocratie plus juste, ça c'est évident, et une démocratie qui soit en partie sociale, qui est conforme d'ailleurs à l'évolution de la résistance. Vous savez, quand on étudie l'évolution, comment dire, l'évolution idéologique plus accessible, enfin, des références de la résistance intérieure, on voit très bien qu'on passe par étapes. D'abord, on réclame, on se bat pour la liberté, la libération, puis on se bat, quelque temps après apparaît la République. Non seulement on ne peut pas être libéré si on n'est pas en République, et quelque temps après apparaît le mot socialisme. C'est un mot valise. Hein, socialisme par les socialistes et les communistes, c'est même les communistes qui en parlent le moins d'ailleurs. Socialisme chrétien, socialisme humaniste, c'est devenu un mot commun à la résistance intérieure. Et la libération exprime cette volonté de pas de démocratie sans justice sociale. Voilà. Le maître mot. Alors si vous voulez, c'est peut-être au niveau des aspirations que l'on peut trouver. Mais là, la comparaison, elle vaut surtout sur les modalités, sur les mots et puis sur la modalité. Vous voyez, en 89, il y avait aussi des modèles qui circulaient. Ben là, on s'aperçoit qu'il y a aussi quelques modèles qui ont servi, même si, comme je l'ai montré, on a su s'en échapper. Pardon, avez-vous retrouvé un cahier de doléances de la commune de Sifour? Non. Alors, je vous dis ça de mémoire. Il faudrait que je vérifie. Mais oui, je vois très bien pourquoi vous posez la question, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Il faudra que je vérifie. De mémoire, je ne me souviens pas. Pour la durée du mandat, surtout. Pardon? Pour la durée du mandat, je crois qu'il parlait, monsieur. Ah. La durée du mandat de maire. Ah, d'accord. C'était deux. Excusez-moi, je ne l'ai pas ici. D'accord. Non, je regarderai, mais je ne crois pas. Malheureusement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu. Hein, Ben oui. entendons-nous bien. C'est une obligation. Et il est possible que ça soit fait avec la selle. Vu la configuration de Sifour, c'est pas possible. Eh bien, il me reste à remercier les intervenants de cette journée. Merci beaucoup parce que c'était vraiment brillant et vraiment émouvant. Il y avait beaucoup de choses aujourd'hui, énormément. Je suis très contente. Et merci à vous d'avoir été aussi attentifs. Et merci à Jacques Giraud d'avoir conservé son oreille pour nous suivre toute la journée. À bientôt, donc à l'année prochaine sur un autre sujet. Et la prochaine conférence d'HPS a lieu le 10 décembre et elle portera sur ce que Catherine Gervois a nommé la communauté, et qui est en fait l'histoire, la manière, l'organisation de la commune au XVIIe siècle. Les édiles de la commune du XVIIe siècle à partir de la lecture qu'elle a fait des registres de délibération municipale. À bientôt. Au revoir.